fallait en fait s'en sortir. Il n'y avait pas beaucoup d'issues. C'était soit le sport, soit les études ou soit la galère. Fallait faire un choix. Fallait choisir. Quand madame te rejoint, comment ça se passe? Ça explose. Ça explose parce qu'elle vient avec son carnet d'adresse. En fait, on a fait banqueroute. On est passé de 100 000 euros de trésor à 0 euros en quelques mois, en fait. Dans un bureau à demander est-ce que je peux avoir 2 jours pour partir en week-end? C'était impossible pour moi. T'as goûté à la liberté, mon gars. J'ai goûté à la liberté. Bienvenue sur VRV Business. Je suis content de te recevoir. Bah également, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour ton accueil. Et tu vas être là. l'équipe, Tu vas être là pour nous parler de ton business, nous parler de comment tu as développé tes affaires. J'en profite tout de suite pour dire à l'audience, si vous voulez continuer à supporter la chaîne, qu'on vous propose du contenu de qualité avec des entrepreneurs de qualité comme Fred, likez, commentez, partagez, poussez la chaîne. D'ailleurs, on vous le dit, dorénavant, on s'est dit que sur YouTube, et d'ailleurs même sur les autres réseaux, on va répondre à tous les commentaires. Donc, laissez des commentaires sur la vidéo YouTube, on fera des réponses directement. Donc, c'est à vous. Et là, du coup, on va laisser la parole à Fred pour commencer à présenter un peu son parcours. Alors, ce que je vais te demander, Fred, très rapidement, c'est déjà de nous dire, c'est quoi tes business, tu fais quoi? Ok, bah écoute, moi je suis entrepreneur depuis plus de 12 ans. Ok. J'ai 44 ans. Ok. Et donc en fait le business que je fais principalement, c'est que j'aide en fait les entreprises, grâce à mon expérience, que ce soit dans l'IT ou autre, à développer leur business grâce à l'automatisation et la digitalisation de leurs process. Ok, d'accord, génial. Donc t'es dans l'IA. Exactement. Parce que c'est aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas d'entrepreneur qui veut se développer, qui peut passer à côté. On ne peut pas y échapper. Et donc, toi, tu accompagnes justement ces entrepreneurs à se développer. Et aussi à automatiser leur process grâce à l'IA. Ok. Avant de rentrer dans le business, puisqu'on est là, c'est VRV Business, donc on va parler business, on va parler comment ton parcours, comment tu as réussi à arriver dans ce milieu. Tu peux nous dire, tu viens d'où? Tu es originaire d'où? Qui est Fred? En quelques mots, voilà. Et ben Fred, c'est un enfant qui a grandi dans le 93. Ok. Donc mon enfance, c'était dans le 93, avec toute l'hostilité qu'on y connaît. C'était pas évident. Okay. C'était difficile. Et Où dans 93? À Sevran. À Sevran. Donc la ville la plus pauvre du 93, tu connais. 2-7, on connaît, voilà. C'était pas si évident que ça. Ouais. Et en fait, il fallait en fait s'en sortir. Il n'y avait pas beaucoup d'issues. C'était soit le sport, soit les études, ou soit la galère. D'accord. Donc, fallait faire un choix. Fallait choisir son camp. Et j'ai eu la chance, en fait, c'est d'avoir une éducation qui était assez stricte. Et donc, qui m'a permis, en fait, de rester dans les rouages et de m'orienter. Le mercredi, j'avais le droit que à la bibliothèque ou au sport. Ok. Donc, en fait, moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir, en fait, rester et de naviguer. De pas trop dévier. Exactement. Okay. Je suis resté entre les mailles du filet, on va dire. Ok, d'accord. Quand tu étais jeune, tu pensais déjà entrepreneuriat, tu te projetais dans ça ou pas du tout? Alors en fait, quand j'étais jeune, moi j'ai toujours eu en fait l'esprit entrepreneurial. Autour de moi, en fait, on savait que j'allais devenir entrepreneur. Ah ouais, carrément. Exactement. Okay. Et en fait, moi, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à être autodidacte. J'avais un ami à moi, je voulais faire des flyers. Okay. J'avais un ami à moi qui voulait absolument pas m'apprendre, mais il savait le faire. Ok. Donc lui, il m'a appris à utiliser YouTube et à être autodidacte en cherchant en fait des tutoriaux. Donc il m'a dit, tu vas sur YouTube et tu tapes tuto et Photoshop, et c'est comme ça un petit peu que j'ai appris, quoi. Du coup, tu commences à te lancer, entre guillemets, dans, j'allais dire, l'entrepreneuriat ou ton premier business que tu crées, c'est en allant regarder des vidéos YouTube. Exactement. Et en apprenant par toi-même. Okay. Exactement. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, je suis issu d'un cursus professionnel et scolaire, en fait, informatique. Ok. Donc, j'étais ingénieur informatique. Ok. Donc, moi, j'ai eu, en fait, les premiers PC. Je sais pas si tu as connu les Amstrad. Ouais, bien sûr. Et en fait, avec les Amstrad, tu te rappelles, en fait, il fallait coder pour pouvoir commencer à jouer. Amstrad, Amiga, Atari. Commodore, Atari. Bien sûr, on connaît, les anciens, on connaît. C'est ça. Et du coup, en fait, je fais partie de cette époque-là, quoi. D'accord, ok. Et tu étais comment en cours? Tu étais plutôt un élève studieux, un élève plutôt dissipé? Tu étais comment? En fait, moi, j'ai eu 2 périodes.
Ok. J'ai eu la première période où j'étais influençable. Ok. Et puis après, j'ai La période de Sevran. la période de Sevran. Et j'ai pu bien m'entourer. Ok. Donc, notamment avec des amis qui maintenant, en fait, sont à Dubaï, dont Mamadou, que tu Ouais, connais que je aussi, connais, bien sûr. que Ouais. tu as pu Ouais. rencontrer, ou Teddy ou Chrisma, Ou Teddy et Chrisma, ouais, qui sont totalement. maintenant devenus opticiens, experts comptables. Et, Ouais. et donc, c'est incroyable leur parcours. Ouais. Et en fait, nous, on avait un petit peu cet écosystème où, en fait, on s'entraidait entre nous Ok. pour pouvoir s'en sortir. Ok, top. Ok, top. Alors, dis-moi, comment tu rentres dans l'entrepreneuriat d'une manière, j'allais dire, plutôt officielle, parce que faire des flyers, c'était un peu sous le manteau, on est d'accord? Mais il y avait beaucoup de ça dans le 93. Ouais, de toute façon, c'est la débrouille. De C'est toute la façon, c'est le débrouille. département de la débrouille. Tout Et à d'ailleurs, on vient d'un département, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est souvent stigmatisé, mais qui, en vérité, a créé chez nous des réflexes qui sont un peu uniques et dans le business nous servent beaucoup parce que on sait faire par nous-mêmes, on sait trouver des solutions, on sait répondre à des problématiques. Et donc, débrouillardise, c'est la base. Le sens de l'analyse humaine, en fait, on avait une part de psychologie qui était forte parce qu'il fallait savoir, en fait, qui t'avais en face de toi. Totalement. Est-ce que c'était un ennemi ou est-ce que c'était un ami? Bien dit, carrément. Alors, tu te lances dans l'entrepreneuriat comme un peu nous tous, en bricolant. Quand est-ce que tu passes à la phase, je vais dire, un peu officielle? Tu vas poser un cabis, tu vas poser un dossier à la Chambre des commerces. Comment ça se passe et comment tu y arrives? Mais en fait, cette période-là, elle s'est passée à 30 ans. Ok. Donc, j'avais déjà 10 ans d'informatique derrière moi. Ok. J'ai travaillé dans des grands groupes. J'ai travaillé à la Société Générale et dans d'autres grands groupes. Ok. Et donc, pour moi, en fait, la facilité, c'était de continuer à travailler en fait, en tant que salarié. Ok, d'accord. Mais à 30 ans, j'ai eu en fait un coup dur familial qui m'a Ok. fait réfléchir. Et puis, chaque décennie, j'ai pris l'habitude en fait, de faire une rétrospective de là où j'en suis et là où je veux aller. Et donc, à ce 30 ans, je me suis dit non, je ne vais plus continuer comme ça. Je suis épanoui, mais pas autant que je veux l'être en fait en réalité. Ok, c'était du coup un âge où tu t'es remis en question, un espèce de déclic, un âge charnière où tu as commencé à dire je suis pas dans la bonne voie, je vais choisir ma voie. Tu fais quoi du coup à ce moment-là? À ce moment-là, en fait, je me rapproche en fait du service économique de ma ville. Ok. Et je commence à réfléchir, en fait, quel type de projet je vais mettre en place. Ok, donc tu n'as pas l'idée de ton projet, simplement tu as l'ambition de devenir un entrepreneur, tu sais que tu veux plus être salarié. C'est ça en fait ce qui se passe. Alors, il y avait le déclencheur de je veux plus être salarié, Ok. ça c'était une certitude pour moi. Ok. Donc le déclencheur, il était là. Maintenant, j'avais une activité en parallèle parce que j'avais une association et en fait, on organisait des festivals internationaux et des événements internationaux. Donc j'avais déjà plus ou moins en fait un pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat, Totalement. mais à travers l'association et l'associatif. Ok. Donc je me suis dit, je vais me servir de cette expérience-là et maintenant je vais la professionnaliser. Ok. Et donc j'ai créé en fait une agence de voyage à thème parce que en fait j'organisais Ok. déjà des événements à thème en tant qu'associatif. Tu es parti en fait de l'existant Exactement, pour pouvoir créer ton premier business. c'est ça. Vas-y, rentre dans les détails. Là, on va commencer à parler, parce que dans VRV Business, on va commencer à parler du business. Allez, raconte-moi comment tu as monté cette boîte. Mais en fait je me suis rapproché du service économique de la ville pour pouvoir quadriller en fait les choses. Il faut savoir qu'en fait créer une agence, c'est pas si facile que ça parce qu'en fait tu as des réglementations qui sont très spécifiques. Il a fallu que je mette ma maison en caution. Ok. Donc 200 000 € de caution. par Agence exemple. de voyage. Hein. Agence de On voyage. est vraiment sur une agence de voyage. Agence Ok. de voyage. Et donc, moi, mes clients, c'était des CE, associations, collectivités. Donc, tu connais un petit peu le Ouais, fonctionnement totalement. des Ouais, collectivités. collectivités. C'est extrêmement compliqué. Mhm. Et donc, en fait, moi, je n'étais pas préparé à ça. Ok. Malgré le fait que j'étais encadré, que j'étais entouré, j'étais issu d'un cursus informatique, donc absolument rien à voir. Mhm. Mais avec l'expérience que j'avais 10 ans dans des grands groupes, je pensais que j'allais arriver et que ça allait être Ouais, facile. c'est quoi. facile, t'allais dérouler. Ok. Vas-y, raconte-nous un petit peu comment t'as structuré ce premier business en termes de, je sais pas moi, association ou RH, en termes de personnel. Ouais. Comment comment tu gérais ta trésor. Vas-y, on rentre. Ok. On rentre dans le vif du Les 6 sujet. premiers mois, en fait, c'était la galère la plus totale parce qu'en Ok. fait, tu t'attends à être assisté comme tu es assisté quand tu es employé. Ok. Et en fait, c'est pas du tout ça le game. Du coup, Vas-y. je me suis retrouvé en fait très rapidement en fait un petit peu solo. Ok. J'ai commencé l'activité tout seul Mhm. avec les fonds propres. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 6 mois, mon ancienne compagne de l'époque, en fait, Mhm.
Elle travaillait aussi dans le tourisme Ok. et elle rejoint l'aventure. Ok. Ok, donc vous vous retrouvez à deux. On se retrouve à deux. Ma question, c'est pendant 6 mois, t'as pas de contrat qui tombe ou J'ai quasiment rien. T'as quasiment rien. J'ai quasiment rien. Et alors, du coup, t'as ouvert un bouclard avec ton agence. C'était quoi? C'était pignon sur rue ou c'était sur Internet? Non, c'était en ligne. C'était en ligne. Ok, c'est en ligne. C'était en ligne, mais tu j'avais communiquais des locaux. comment, du coup, J'avais au des début? locaux. Alors, au début, en fait, moi, c'était assez particulier parce que c'était du voyage de groupe. Donc, Ok. c'était du démarchage pour aller démarcher des CE, Ok. donc Ou des comités- collectivités, comme tu ou disais des tout à l'heure. collectivités. Hmm. Sauf que j'avais pas les codes. Ok. Donc, c'est-à-dire que les premiers échanges sur les 6 premiers mois, c'était essentiellement de l'administratif, en fait. Ok. Ok. Donc, Ok. voilà. Et t'avais donc lâché ton boulot, donc t'avais pas de filet, quoi, en gros, là. Sans filet. Sans filet. Sans Ok, filet. direct. Quand madame te rejoint, comment ça se passe? Ça explose. Ok. Ça explose parce qu'elle vient avec son carnet d'adresses. Ok. Donc, du coup, en fait, ça explose directement. Et là, on commence, en fait, à avoir vraiment de la récurrence. Et je commence aussi à avoir les codes parce que je les avais pas, en fait. Mhm. Donc là, maintenant, je sais qu'est-ce qu'il faut présenter. Je commence à professionnaliser un petit peu le système. On commence à avoir des devis, et en fait, tout un process, en fait, qui sont les process, en fait, les codes du secteur d'activité, finalement. Le process un peu classique d'un entrepreneur. Ouais. Et tu te retrouves à professionnaliser finalement ton business qui était, on va dire, comme on le disait tout à l'heure, un peu bricolage. C'est ça. En fait, c'est là où j'ai appris qu'en fait, d'embaucher un senior, Mhm. eh ben, ça change tout ton business. Ok, génial. Donc vous lancez à deux, donc ça c'est la première année. Donc, vous dès la commencez à première voir. année, on a des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Du coup, ouais, tu te rappelles le chiffre Je à me l'époque? souviens, c'était 135 000 la première année. Ok, Donc, tout de suite, donc en 6 mois finalement. ouais. Et puis après, ben, ça a commencé à monter au fur et à Tu mesure. communiquais comment? On communiquait essentiellement, en fait, on faisait du démarchage. Et surtout, nous, en fait, on avait un réseau, en fait, de collectivités, un réseau de comités D'entreprise. d'entreprise. Mhm. Et aussi, en fait, on faisait les salons professionnels. Donc, on faisait les salons au Stade de France. Et qu'est-ce qui Et faisait que lycée. ta formule, elle était intéressante plus que d'autres? Alors, nous, on était spécialisés dans les voyages à thématique. Donc, par exemple, tous les carnavals. Donc, Ok. Carnaval de Rio. Ok. On faisait partir aussi des jeunes. En fait, dans les favelas, par exemple. Ok. Donc, on avait vraiment de la thématique qui était hors des sentiers battus, on va dire. Ouais, Ouais. qui nous ressemblait. Donc, tu avais des gens qui te sollicitaient parce que il y avait cette particularité de votre proposition. C'est ça. Vous avez du coup grossi. Comment ça se passe? Vas-y, rentre dans le détail des années après, du coup. Alors, en fait, on a grossi et très peu de temps après, donc en fait 3 ans après, donc Ouais. ça fonctionne super bien, on l'a salarié. Et aussi, en fait, j'ai eu un autre associé Ok. pour faire rentrer de l'argent au capital. Mhm. On a eu un autre associé. Manque de peau, cet associé, il le dit pas forcément, mais en fait, il est dépressif. Ok. D'accord. Vas-y, continue. Donc, ben, en fait, avoir quelqu'un de dépressif, je savais pas faire. Donc, en fait, gérer de l'humain Mhm. avec un associé qui, lui, est censé, en fait, te filer un coup de main et qui, finalement, en fait, est dans l'incapacité de le faire. Ok. Donc, Compliqué. il injecte l'argent, mais en fait, on peut pas mettre en place le plan d'action qu'on avait prévu. Ouais, tu avais des attentes envers lui en termes d'action, de mission, De structuration. de structuration. Ok. Et puis, en fait, on avait clairement besoin de coup de main parce qu'en fait, on était 2 dans la structure. Ok. On avait une stagiaire et finalement, on avait Et cet pourquoi tu as associé. fait le choix de t'associer plutôt de salarier quelqu'un? Parce qu'en fait, il apportait aussi du capital. Ok. Donc, Ok, c'était d'accord. important. C'était important. Il vous manquait du capital pour vous développer. Il nous manquait du capital pour nous développer, pour avoir aussi en fait la structure assez solide pour tu sais en fait dans ce milieu-là en fait il faut montrer patte blanche et il faut montrer en fait que tu as une grosse structure. Tu peux ouvrir ta boîte avec un capital de 100 euros. Là, c'est pas possible. Déjà tu as un capital minimum, c'est 10 000 Ok. euros. 10 000 euros. 10 000 euros et en fait tu dois avoir aussi des garanties qui sont solides. En plus de ça, tu as en face de toi en fait des Thomas Cook, des voyageurs du monde. Donc tu as des dinosaures et donc tu es obligé de montrer patte blanche auprès de tes clients qui eux en fait ont le choix avec toi ou voyageurs du monde. Quelle leçon tu retiens finalement de cette expérience avec cet associé et qu'est-ce que tu peux en tirer comme, j'allais dire comme conseil finalement que tu peux donner à notre audience? Alors moi, ce que je te conseillerais, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est de faire attention en fait au mariage. De manière générale. De manière générale. Non, il faut faire attention avec qui on se marie et surtout en fait aux intentions et à la vision. Il
faut avoir une vision commune. Et tu peux pas, par exemple, ce que j'ai découvert, j'aurais pas pu le découvrir auparavant. Mais par contre, ce que j'aurais pu m'assurer, c'est des intentions réelles. Ok. Voilà. Donc à partir du moment où en face de toi, tu as un associé qui est déterminé et vous avez la même vision et la même détermination, vous arriverez toujours plus ou moins en fait, à vous en sortir. Et là, ça n'a pas été le cas. Voilà. C'était quoi les intentions? C'est-à-dire que vous n'avez pas la même vision de l'avenir de la boîte, vous n'étiez pas mis d'accord sur à quoi va servir cette boîte entre vous. C'était quoi quand tu parles de vision ou d'intention? Je peux rentrer dans le détail du coup. Alors, pour moi, la vision, c'est moi qui l'ai apportée puisque c'est moi qui ai apporté le projet. Il a rejoint le projet à un certain moment. Ok. Donc finalement, est-ce que finalement on avait la même finalité au bout du fil? Je suis pas sûr. Et vous n'en avez pas parlé de ça du coup? Et ça, on en a parlé, mais comme c'est moi qui apporte la vision, peut-être qu'en fait, il n'a pas été en fait très clair sur ses intentions. Ses intentions, ok. Ça se termine comment? Vous vous séparez? Ça se termine qu'on se sépare, mais surtout, en fait, ça se termine qu'en fait, il y a eu un tournant dans cette aventure. Et le tournant, c'est qu'en fait, mon couple a battu de l'aile. Ok. C'est aussi, du coup, une leçon. C'est aussi une leçon parce que c'était un ces 3 ans-là, tu as vécu plein de choses en même temps. Ok. Et ça, c'était un deuxième associé, finalement. Bien sûr. Ta compagne, c'est un deuxième associé. Bien sûr. Quand tu vis au quotidien avec elle, vous parlez, vous mangez, vous dormez boulot. Et en plus de ça, vous savez que ce que vous allez générer en termes de valeur aura un impact sur votre quotidien. Donc, c'est important d'être, comme tu disais tout à l'heure, au clair sur les intentions, au clair sur la vision, sur les finalités. Et donc, le fait que ça ne fonctionne plus entre vous, ça a mis du plomb dans l'aile avec l'associé qui était dépressif. Donc là, je pense que tu ne referas plus jamais ce type d'expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que tu as fait, du coup, comment tu as fait pour rebondir et avancer? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description, retour à la vidéo. Avant de rebondir, je vais t'expliquer ce qui s'est réellement passé. En fait, on a fait banqueroute. On est passé de 100 000 euros de trésor à 0 euros en quelques mois, en fait. C'est ça qui s'est passé. Et comment tu l'expliques, ça? Je l'explique parce qu'en fait, si tu veux, le secteur du tourisme, tu fonctionnes beaucoup avec des avances de trésorerie de la part des clients. Ok. Donc, tu te retrouves avec des clients qui vont partir en voyage, mais tu n'as pas encore payé, en fait, tes prestataires. Ok. Donc, tu as toujours beaucoup de trésorerie, en fait, quand tu fais une agence de voyage. Bien sûr, ouais, je comprends. Par contre, les marges sont très serrées. Donc, on est sur des marges, en fait, que je n'avais pas calculées au début, mais qui sont maximum à 10%. Ah ouais. Donc, toutes les agences de voyage que tu vois, faut pas croire, mais en fait, elles sont vraiment très ric-rac, mais elles fonctionnent avec un fonds de roulement, en fait, qui est lui et qui est important. C'est-à-dire que les grosses agences de voyage sont sur ce format-là. Exactement. Et donc, du coup, c'est le volume qui permet de gagner de l'argent, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Ok. En fait, c'est pas le volume qui permet de gagner de l'argent, mais c'est le volume qui te permet de faire vivre ta société. D'accord. Et comme tu auras toujours des voyages et que les gens vont toujours partir en voyage, tu as toujours un fonds de roulement nécessaire. Sauf que si il y a un caillou dans ta chaussure, là, tout dégringole en fait en moins de 2. On est en quelle année à cette époque-là? On est aux alentours de 2016. 2016, on a déjà sur Internet toutes les agences de voyage très connues. Donc en plus, tu es en face des promos vacances, des kayaks ou des moteurs de recherche qui alimentent ou pas du tout? Pas tout à fait. Parce qu'en fait, le voyage de groupe à thème, c'était vraiment une niche. C'est une niche en fait, sur laquelle les gens ne veulent pas aller. Parce que d'une part, en fait, faut savoir gérer des groupes. Il faut savoir gérer des CE et des associations qui sont très volatiles aussi. Et nous, en fait, on avait en fait, cette casquette-là qui nous a permis en fait, de nous démarquer des autres. Ok, donc c'est vraiment le groupe qui n'a pas décidé obligatoirement de partir en vacances ensemble,
mais parce qu'ils vont aller solliciter leur CE, vont se retrouver avec des collègues et vont se retrouver dans un endroit où ils vont se croiser, mais c'était pas l'intention. L'intention, c'est de partir et d'avoir un bon plan grâce à son CE, plus que de partir en groupe comme on peut le penser avec ses potes, parce que finalement, je pensais à ça quand je parlais de sites comme Promo Vacances, parce que moi je me dis, si je veux partir avec mes potes, on se pose devant le PC, on est une dizaine, on choisit la destination, et on paye nos billets, on y va. Et là, Non, c'est pas tout à fait comme ça. la même chose. En fait, on est plus avec des CE comme le CE de Lafarge, Brésillon, Capgemini, Air France. Ça, c'était nos clients principaux. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le CE de Capgemini, par exemple, il va gérer les voyages de toute la société. Ouais. Il va balancer un email en disant on a 50 places pour pouvoir pour remplir ce voyage-là, qui est chaud. Et les gens vont s'inscrire, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Totalement. Et eux vont faire en fait une contribution, donc vont faire une participation, ce qui va permettre en fait aux salariés de payer moins cher. D'accord. Donc c'est la société qui fait qui cofinance Exactement. avec le salarié le voyage. Nous a dit banqueroute. Banqueroute. Donc ça veut dire que c'est ton premier business officiel. Ouais. Entre guillemets, avant tu étais un peu underground. Et qui fonctionne en plus. Et qui fonctionne. Et là tu te retrouves avec, entre guillemets, deux galères qui se cumulent. Banqueroute. Qu'est-ce que tu te dis? Comment, en tant qu'entrepreneur, tu rebondis? Tu es un ancien salarié, tu veux retourner au salariat, les gens autour de toi te disent hey Fred, arrête tes trucs là, essaie de reviens dans les trucs normaux. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-nous tout. Et personne ne me dit rien parce que je le dis à personne. Ok. Quand il t'arrive une galère comme ça, tu as envie de la garder secrète. Ok. Donc c'est ce qui s'est passé. D'accord. Donc, mais c'était la période la plus difficile en fait de ma vie. Ok. D'une part parce qu'en fait, je me retrouve sans rien, Ok. à zéro, qu'il y a les huissiers qui commencent à venir tous les 4 matins en fait chez moi, Ok. que je suis obligé de... Ils viennent chez toi, les huissiers. Ils viennent. Parce que ton domicile, c'était ton lieu de, entre guillemets, c'était ton bureau, quoi. C'est ça en fait. C'était ta domiciliation ma d'entreprise. domiciliation. Ok. Et tu te retrouves en fait avec des lettres tous les jours. Ok. Et puis moi, j'étais contraint de déclarer la faillite. Ok, t'étais C'est ça contraint. son prénom. Alors, c'est quoi être contraint? Contraint, c'est parce qu'en fait, il s'est passé plusieurs choses en fait en même temps. Hmm. La première des choses en fait qui s'est passée, c'est que ma compagne, on s'est séparés avec ma compagne. Ok. Donc, plus de rentrée d'argent parce que c'est ma commerciale. Deuxièmement, mon père, en fait, a commencé à être malade. D'accord, tu Donc, cumules le problème de famille. Ça s'est cumulé. Ouais. Ça s'est cumulé. Et du fait que je me sois séparé, je me sépare aussi de ma famille, de mes enfants. Ok. Et moi, je commence à tomber malade. Ah Donc, ouais. je commence à avoir des vertiges au volant, etc. Je fais des IRM. Et en fait, on me dit que c'est le stress en fait, qui m'a fait ça. Quand tu te retrouves dans des galères comme ça, est-ce que la simplicité, c'est pas de retrouver un petit boulot pépère, sans embrouille, avec une sécurité financière assurée, en sachant que tu es informaticien à cette époque-là, c'est pas ce qui manquait des postes. Qu'est-ce que tu fais pour repartir dans l'entrepreneuriat après tout ça? C'était pas une option. Ok. C'était pas une option en fait. Il était hors de question pour moi de retourner en fait dans le salariat. Donc Non, mais pourquoi c'était hors de question pour toi? parce que dans mon état d'esprit, Ouais. ce que j'ai goûté, Ah. c'était irréversible en fait. Dis-nous, t'as goûté à quoi? Parce que moi, je sais c'est quoi, moi. Mais dis-le aux gens qui comprennent. Faut que vous entendiez ça. T'as goûté à quoi? D'une part, moi j'étais dans le voyage, donc en fait je voyageais tout le temps. Ok. Même si en fait on arrivait en fait à concilier les deux, à avoir en fait la partie voyage, la partie liberté, et aussi en fait la partie où on générait de l'argent. Donc clairement, il était hors de question que je retourne en fait Dans un bureau. à demander est-ce que je peux avoir 2 jours pour partir en week-end. Ok. C'était impossible pour moi. T'as goûté à la liberté, mon gars. J'ai goûté à la liberté. Et mais j'ai aussi goûté à la famille. Parce qu'en fait, quand j'étais salarié, je ne voyais pas ma famille. Je partais le matin à 9h du matin, je revenais à 19h. Mhm. Et puis, tu es trop stressé pour pouvoir en fait faire quoi que ce soit avec la famille. Ouais, t'es KO, tu manges, tout le monde va se coucher et le lendemain, rebolote.
C'est ça. Et quand quand les enfants sont en vacances, tu les envoies en centre aéré ou je ne sais où, parce que tu n'as pas le temps pour eux. Ok. Donc, tout ça, c'est quelque chose que j'ai quitté en fait avec l'entrepreneuriat. Ok. Par contre, l'entrepreneuriat, c'est pas que des avantages. Tu as aussi récupéré le poids et la charge mentale d'un entrepreneur. Bah, à ce moment-là, oui, clairement en fait. Donc, il a fallu se relever. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû mettre en place des routines. Ok. Mettre en place des routines que je n'avais pas mises en place jusqu'à maintenant et aussi me recentrer sur moi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je recrée une société derrière. Ok. C'est le premier réflexe. Parce C'est que fou ça, c'est fou. j'ai conscience que si je le fais pas maintenant, peut-être que je le ferai pas. Ok. Donc tu es malade, ton père est malade, ta femme t'a quitté, Ouais. ta boîte a fait banqueroute. Et mon père décède dans la foulée. Ah ouais, là, ok. Et je recrée. Ok. Et je recrée. Parce Ok. que je me dis, si je le recrée pas maintenant, Ok. peut-être que je le recréerai pas. Parce que j'aurai pas l'énergie pour le faire. Ok. Et du coup, c'est devenu presque pour toi une obsession de recréer une boîte parce que c'était pour toi cet espace de respiration et de vie que tu avais l'impression d'avoir connu et avoir goûté pendant ces années finalement. Je t'en avais déjà parlé. En fait, pour moi, les valeurs, c'est super important. Et j'ai Ok. 3 valeurs qui sont phares. Donc, j'ai la valeur de la famille. Mhm. J'ai la valeur aussi de la liberté. Mhm. Et en fait, j'ai la valeur en fait de l'engagement de soi. De l'engagement de soi. Ouais. Et de l'engagement. Dépassement de soi. d'engagement Dépassement de soi. de soi. Ok. Et pour moi, en fait, si je revenais dans le salariat, je bafouais en fait mes valeurs. Ok, génial. Mais, ok, je comprends tout. Mais il faut comprendre qu'il y a plein de personnes dans cette situation-là. Ils auraient choisi la facilité. Tu parlais de routine. Qu'est-ce que tu mets en place pour aller vers ça? Parce que c'est un long chemin, du coup, l'entrepreneuriat. Bah, la première des choses en fait que j'ai fait, c'est que c'est d'avoir conscience de là où tu en es. Parce que généralement, quand tu as un burn-out, par exemple, t'as pas la sensation de l'avoir. Ok. Moi, je savais en fait que je n'étais pas dans mon état normal. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je suis à 20% de mes capacités réelles. Et donc, à partir du moment où je mets un chiffre sur ma capacité, C'est intéressant. c'est un objectif. Ok. L'objectif, c'est pas d'arriver à 100% parce que je sais pas à la base si je suis parti de 100% réellement, tu vois. Ouais, bien sûr, bien Je sûr. sais juste que j'étais mieux que je suis à l'heure actuelle. Donc, mon objectif, c'était de dire de 20%, comment j'arrive à 40%. Et donc, de mois en mois, l'idée, c'était de gagner 5%. Mais pendant cette période-là, tu n'avais plus de revenus. C'est-à-dire que tu travaillais sur toi-même. Mais comment tu vivais? Donc, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas de chômage, nous. On n'a pas la sécurité comme ils ont les autres. Je suis On peut pas retourné chez vivre- les parents. Tu es retourné chez tes parents. Ah ouais, tu as fait le vrai retour. Ah ouais. Je suis Dans le retourné, dur. je suis retourné chez mes parents avec mon père qui était alité et qui était couché, qui ne pouvait pas parler. Voilà. Ah, ok, chaud. Ok. C'est ça C'est la qui s'est réalité. passé. Ok. Et du coup, pendant toute cette période-là, il me fallait un échappatoire. J'ai commencé à voyager. Ok. Et j'ai voyagé Parce pendant que c'est pour presque ça qu'on 2 ans. t'appelle Fred le Globetrotter. toujours dans chaque coin du monde. Ok, d'accord. Ok. Ouais, et j'ai pu visiter plus de 30 pays Ouais. dans cette période-là. Ok, d'accord. Donc, tu te mets au vert. Tu muscles ton état d'esprit, ton mindset, aussi tes connaissances. Je suppose que tu vas aller chercher de l'info, tu vas apprendre. Qu'est-ce que tu fais pour du coup, te préparer à ta nouvelle aventure? J'ai lu tout ce que je pouvais lire sur le développement personnel. Ok. J'ai commencé à méditer. Ok. J'ai commencé à me recentrer sur moi. Et aussi, en fait, j'ai fait beaucoup de voyages aux États-Unis pour apprendre des plus grands dans l'entrepreneuriat. Et donc, en fait, j'ai fait Tony Robbins, j'ai fait Russell Brunson qui a créé ClickFunnels. Ah ouais, carrément. Ok. Voilà. T'es parti aller voir tous ces gens-là pour essayer de comprendre. Exactement. Tu sors de ça, tu lances ta nouvelle boîte. Tu la lances en quelle année? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je la lance dans la foulée. Ok. Et donc là, en fait, c'est une agence de com avec laquelle, en fait, on développe tout ce qui est carte de visite, visuel, site internet
Ok. aussi de l'automatisation en fait sur ce projet-là. Ok, t'es avec qui? Avec toi? T'as pareil, Là, j'ai des 2 associés. Tu vas chercher encore des Je associés? vais chercher encore des associés. Mais Non, mais Fred, on prend du temps avant de corriger les erreurs. Et là, effectivement, j'ai fait encore la même erreur. Ok. Attends. Tu recommences avec des associés. Alors, est-ce que c'était une question d'argent? Parce que le truc, c'est que Ouais. tu te retrouves broke, les poches vides, à repartir de zéro. Donc là, on est vraiment sur la partir de zéro. Ouais. Et est-ce que les associés, ça a été aussi une manière de remettre du cash dans la boîte pour lancer ton projet? C'était pas tout à fait ça, parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de mettre du cash. Ok. Mais dans cette association, l'idée pour moi, c'était de déléguer certaines tâches. Bien Donc, sûr. il y avait une personne qui avait un réseau, Ok. une personne qui mettait la main à la pâte, et moi qui pouvais un peu m'alléger parce que je savais que j'étais pas à 100% de mes capacités. D'accord. Donc, c'était pour moi, en fait, l'échappatoire pour pouvoir lancer, malgré le fait que je ne sois pas à 100%. Ok. Et tu te associes avec 2 autres personnes, vous discutez du projet, de la vision. Est-ce que tu le fais pas parce que t'es pas sur ça à ce moment-là? Si, parce que en fait, je suis un leader. Ok. Donc, ça veut dire que dans chaque projet que j'ai amené, Ouais. c'est moi qui ai amené le projet dans la plupart des cas. D'accord. Et donc, j'ai amené le projet. Là, on commence à avancer. Ça commence à fonctionner, mais ça fonctionne pas comme je le désirais. Ok. Ça fonctionne pas comme je le désirais. On a plein d'opportunités et on commence à avoir une opportunité, c'est qu'on a des locaux avec la SNCF et avec d'autres bailleurs sociaux. Et je commence à rajouter une option dans cette boîte. Et là, on fait du coworking. Ok. Plus belles années de cette boîte. Vous faites combien de CA? Elle a duré combien de temps? Parce que je comprends, elle existe toujours cette boîte ou Non, non? je l'ai vendue. Ok. Donc, ça a été aussi une belle expérience, une expérience de vente. C'était ma Attends, première. Tu vas nous en parler, ok. Alors, donc cette boîte, vous la créez en 2000, donc dans la foulée, donc Non, on est avant le Covid. On est en 2016-2017. 17, ok. Là, on crée cette société. L'objectif de la société, en fait, c'est d'accélérer et d'aider en fait un maximum de personnes sur leur digitalisation. Là, on a une opportunité. Enfin, les associés sortent parce qu'on s'entend plus. Ok. Donc du coup, ça se passe très rapidement finalement. Ça se passe très rapidement Ok. et je récupère toutes les parts. Ok. Et là, j'ai l'opportunité d'en faire des coworking en parallèle. Donc, j'ai 2 espaces de coworking, un sur Ok. Paris 17e Ok. et un à Parc des Expositions Villepinte, Lourd. avec la SNCF. De là, j'ai une opportunité de rachat. Ok. Je vends la société Ok. et on se retrouve en fait presque au Covid. Ok. Donc 2017, nouveau projet. Dans la foulée, je suppose 10 mois, tes associés sortent. Tu lances. Et quand tu lances cette boîte à fond comme ça, tu as déjà l'envie de l'exit? Est-ce que c'est déjà anticipé ça? J'ai toujours eu envie de l'exit, mais je ne l'avais Ok. pas anticipé aussi rapidement. Ok. C'est que l'opportunité est arrivée, j'ai eu une proposition en bouche à oreille et je me dis, bon, ben, j'ai dépensé que 2 ans de mon temps. Ok, c'est un Je secret vends. de savoir la boîte, tu l'as vendue à combien? C'est quoi l'exit? Ou donner un ordre de prix? J'ai pas pété les scores, mais on va dire en dizaines de milliers. Ok, mais ça t'a suffi pour relancer quelque chose derrière? Parce que je sais que tu as d'autres boîtes encore. Donc du coup, Bah, ça m'a premier permis de exit, rebondir. ouais. Ça m'a permis de rebondir et d'autant plus que derrière, il y avait le Covid. Donc en Ok. fait, c'était le bon timing. Sinon, en fait, j'aurais peut-être tout perdu. Ah, c'est fou. Ouais. Donc, entre guillemets, ta première boîte, malheureusement, ça se termine en catastrophe. Et la deuxième, excuse-moi, se termine plutôt sur une bonne note avec le bon timing, l'exit, les bons choix avec les associés. Exactement. Donc, tu apprends Exactement. tes leçons. Ok. J'apprends de mes leçons à partir de ce moment-là. Et je vois en fait mes forces. Ok. Et je vois aussi mes faiblesses. Ok. Et je me dis, maintenant, on va analyser un petit peu tout ce qui s'est passé. J'ai eu un échec, ce que j'appelle un échec, mais finalement, c'était un apprentissage. Apprentissage, comme d'habitude, bien sûr. Et la pour nous. deuxième boîte, avec une fin heureuse. Maintenant, qu'est-ce que je fais à partir de là? Je recrée. Là, je recrée 2 sociétés. D'accord. Parce que pendant... J'adore. Pendant le Covid. Parce que avant le Covid, je faisais aussi de la photo et de la vidéo de mariage. Ok. Et ça, c'était pour renflouer les caisses.
justement, tu me posais la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là. Ouais. C'est que je faisais de la photo, de la vidéo de mariage. Ok, c'est ça l'argent que tu arrivais aussi à collecter pour pouvoir développer encore tes projets. Exactement. Hmm. De là, je me dis, il y a une des faiblesses que j'ai et des forces que j'ai, c'est que moi, je suis en fait d'un parcours informatique, mais je capitalise pas dessus en fait. Ok. Et de l'autre côté, en fait, j'ai des facilités avec de la photo, de la vidéo et mon œil visuel. Et du coup, il faut aussi que je capitalise sur cet axe-là. Donc, je crée 2 sociétés. Ok. Je ferme Captain.com et je revends Captain.com. Ok. J'ai eBizDev Ok. et Partybox. Partybox, en fait, on fait de la location de bornes photo. Donc, Ok. on est dans le cadre de la photo. Et de l'autre côté, en fait, on accompagne les entreprises sur de l'automatisation, digitalisation de projets à travers eBizDev. Et je crée tout ça dans la foulée. 2021, juste après Covid. Associé ou pas? Seul? Comment tu fais cette fois-ci? Là, je fais plus l'erreur. C'est fini les erreurs. Alors, Et puis- pour toi, on vient rentrer sur le sujet des associés, parce que c'est super intéressant. Parce que l'association, c'est quand même quelque chose qui traverse tous les entrepreneurs. On se pose des vraies questions dessus. Moi, j'ai des nouveaux projets en tête et je me pose régulièrement la question, associé ou pas associé. Tu as ton expérience. Bien sûr, c'est pas obligatoirement C'est pas une vérité, oui. exactement. Mais toi, qu'est-ce que tu en as tiré de ça? Et qu'est-ce que tu peux, entre guillemets, si je peux appeler ça un conseil, donner à notre audience? Justement, je pense que le conseil, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que, en fait, ça dépend du cas de figure et ça dépend, en fait, de ton caractère. Pour moi, j'ai constaté qu'en fait, il ne peut pas y avoir 2 lions dans la fosse. Ok. Et du coup, comme je suis un lion, Mhm. c'est difficile de faire rentrer un autre lion. Donc, j'ai fait rentrer un associé, mais un associé minoritaire. Ok. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans le même rapport. C'est-à-dire que si, en fait, pour moi, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, il y a un bouquin qui fait référence à ça, c'est qu'en fait, il y a dans l'entrepreneuriat, tu as le visionnaire, tu as le manager et tu as la partie production. Et le visionnaire, il ne peut pas y avoir 2 visionnaires. C'est clair. Il n'y a pas deux Elon Musk en fait, chez Tesla. Il n'y en a qu'un seul. Tu as les managers qui permettent en fait de faire suivre la vision et tu as la production qui, elle, est là pour en fait exécuter le plan d'action. Exécute. Et la problématique, c'est que je cherchais en fait un 2e visionnaire. Tu sais, parce qu'en fait, on cherche toujours en fait l'approbation de quelqu'un d'autre. Et donc, quand on démarre, en fait, on se dit non, mais tout seul, ça va être un peu compliqué. Je vais faire rentrer quelqu'un qui, lui, en fait, va m'aider sur telle partie. On se répartit un peu les rôles. Et au final, on se rend compte que on passe son temps en fait à s'embrouiller sur la vision. Parce que vous avez tous les deux, finalement, la même fonction. Exactement. Les mêmes skills. Ok. Les mêmes compétences. Ouais. Et ça, au début, ça te conforte parce que tu te dis, tiens, quelqu'un qui me comprend. Mais ça, c'est le piège. Donc toi, la leçon, c'est de trouver des gens plutôt complémentaires quand on veut s'associer ou pas s'associer. Parce que cette association, elle s'est aussi terminée. Tu Ouais, vois, bien sûr. donc au final, non. Maintenant, j'ai compris qu'avec mon trait de caractère, il fallait que je me complète avec des personnes, mais qui ne sont pas associées. Ok. Voilà. Et ce qui est difficile quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, tu démarres avec très peu de moyens. Donc, pour combler cet aspect-là, tu te dis, je ne vais pas payer quelqu'un, je vais le mettre en tant qu'associé, et ça va me coûter 0. Pourtant, on entend à tort et à travers, surtout les podcasts, les émissions, que il faut s'associer, qu'être un solopreneur, c'est presque mission impossible. D'ailleurs, pour lever des fonds, très souvent, les VC, les fonds d'investissement, ont un peu du mal à poser de l'argent, des grosses sommes, que sur un solopreneur. Ouais. Parce qu'ils se disent, il ne peut pas tout faire. Et toi, ce que tu dis, c'est que tu vas aller chercher dans ton staff, dans des top managers, des gens qui sont capables finalement de répondre aux attentes que tu aurais pu avoir avec un associé, si je ne dis pas de bêtises. C'est à peu près ça, oui. Ok. C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il te faut un socle de staff qui, eux, sont tes bras droits. Ok. C'est-à-dire que c'est des soldats. Ok. Ils viennent à la guerre avec toi. Ils comprennent la mission, ils comprennent la vision,
Et surtout, en fait, ils savent l'exécuter. Et pourquoi ils le feraient avec toi? Pourquoi ils ne lanceraient pas leur projet de leur côté? Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent avec toi? Qu'est-ce que tu leur donnes pour qu'ils puissent venir avec toi? Je pense qu'il faut être clair, en fait, sur là où toi, tu veux aller en tant qu'entrepreneur. La première des choses, c'est ça. Tu sais, ce qui m'a fait me souvenir de ça, c'est mon époque où, justement, quand on revient en arrière, où j'étais en termes d'associatif. Pourquoi, en tant qu'association... L'époque de Sevran. L'époque de Sevran. Mais pourquoi, dans une association, en fait, il y a des personnes qui viennent de manière bénévole? Et à partir du moment où, en fait, tu arrives à comprendre ça et à le dupliquer sur ta société, là, tu commences à avoir des gens qui vont être là, quoi qu'il arrive, et qui vont aller au bout de ta mission avec toi. C'est la question du sens, finalement. C'est la question du sens. C'est la question du sens. Moi, j'ai une collaboratrice qui me dit souvent, même si c'est difficile des fois dans la boîte, même si c'est compliqué, elle veut rester dans la boîte parce qu'en fait, elle s'épanouit, elle se sent heureuse, le projet l'intéresse. Et elle qui était une ancienne fonctionnaire, elle a fait une mise à dispo, retourner dans la fonction publique, juste d'y penser. Alors, elle en devient malade, même si elle sait qu'elle va peut-être gagner plus d'argent là-bas, ou si elle va rentrer même dans une autre boîte privée, elle sait qu'elle n'aura pas cette liberté. Parce qu'en plus, quand tu rentres dans des petites équipes, en termes de liberté, en termes de, j'allais dire, de marge de manœuvre, d'agilité, ça n'a rien à voir. Absolument. Et ces gens-là, ils touchent un peu à ce que nous, on connaît en tant qu'entrepreneurs. Et donc, quand ils m'écoutent à ça, c'est compliqué de retourner après dans le grand groupe ou dans la fonction publique. Bah moi, sur une de mes boîtes, en fait, j'ai une personne qui s'appelle Inès. Elle est magnifique dans le sens humain du terme. C'est-à-dire qu'elle comprend la mission. Okay. Si je ne suis pas là, si je suis en congé, je peux dormir sur mes 2 oreilles. Okay. Et le fait d'avoir quelqu'un en fait, comme ça avec toi, je pense qu'on en a déjà parlé. Tu as déjà eu des personnes en fait, comme ça aussi dans ton mon équipe. Ouais. Et bien en fait, c'est un game changer. Ça change tout en fait pour ta structure. Alors, je suis d'accord avec toi. Mais pour trouver ces personnes-là, ça demande du temps. Ça demande aussi du coup, des erreurs. Comment tu as géré ça? Comment tu as trouvé cette personne-là? Qu'est-ce que tu as fait peut-être sur ton recrutement pour trouver ce type de personne? Alors, je pense qu'en fait, sur mon recrutement... d'une part, j'ai fait un recrutement qui était national. Parce que j'avais la chance, tu sais, lorsque tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période où j'allais pas bien. J'ai déménagé 3 ans dans le sud de la France, au bord de la mer. C'était aussi en fait une introspective. Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit, on va nationaliser les choses. Au lieu de voir les choses de manière très locale et très parisienne, on va regarder en fait ce qui se fait ailleurs. Là, je recrute une partie de mon équipe à Paris et une partie de mon équipe à Montpellier. D'accord. Et je m'aperçois qu'il y a des différenciations en fait, humaines qui sont incroyables en fait, d'une ville à l'autre. Tu me dis ça. Donne-nous les secrets. Et bien clairement, en fait, à Paris, en fait, les croyances sont complètement différentes. On aborde le monde professionnel d'une manière différente. Et tu sais, avec aujourd'hui les réseaux sociaux, etc., les Parisiens, ils sont matrixés dans leur façon de voir. Les jeunes, en fait, sont très matrixés dans leur façon de voir le business. Et de se dire, moi, au bout de 5 mois, c'est terminé, quoi. Ils rentrent dans ta société en se disant qu'ils pensent à l'exit. Ils pensent à partir avant même d'arriver. Ok. Mais parce que c'est très dynamique, la région parisienne. Exactement. Parce qu'ils ont l'impression de voir auprès d'eux, autour d'eux, des personnes qui réussissent rapidement. Ils ont cette sensation que ça peut être leur tour à un moment ou à un autre. Alors qu'en province... En province, les opportunités sont moins présentes. D'accord. Et donc, en fait, ce que tu vas lui proposer, ça va paraître pour une vraie opportunité. Et parce que ça l'est en réalité. C'est une vraie opportunité. Nous, moi, ma vision du salariat, c'est la même vision que l'entrepreneur. Mes avantages, je veux que ce soit ses avantages. Ok. Donc, c'est-à-dire que si je fais du distanciel, faut qu'elle fasse du distanciel. Faut qu'il fasse du distanciel. Et donc, quand on a monté en fait notre équipe, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est retrouvé un petit peu comme dans une start-up. Enfin, on était une start-up. Bien sûr. Et donc, on a regroupé tout le monde. On a pris des super locaux. Et en fait, on n'avait pas la même... Donc, c'était bien pour apprendre, pour pouvoir se fédérer l'équipe et pour pouvoir en fait créer en fait un environnement de groupe qui soit socialement stable. Mais à un moment donné, on a eu un coup dur dans la structure. Et la décision, c'était de se dire, maintenant, on va travailler en distanciel. À partir de ce moment-là,
C'est à partir de ce moment-là où les gens ont commencé à se responsabiliser. D'une part, parce qu'ils se sont dit, cette opportunité, c'est pas tout le monde qui nous l'offre. Deuxièmement, parce qu'en fait, à partir du moment où moi, le boulot était délivré, j'étais moins présent derrière eux. Ok. Donc l'idée, c'était quand même de surveiller, de faire attention que ça tourne. Mais eux, ils avaient la même liberté un petit peu que moi. Et donc, comme ils touchaient cette liberté, tu en parlais tout à l'heure, eh bien, en fait, il y a de la reconnaissance derrière. Tu mets quoi en place en tant que patron pour t'assurer que le distanciel ou avoir des gens qui travaillent en province soit efficace? Ça, c'était la croix et la bannière. Ça, Ouais. c'était extrêmement compliqué. Mais pour moi, c'était une condition sine qua non. Ok. Donc, pour moi, ma liberté, les valeurs de liberté, ça passe par là. Et comme je respecte aussi la liberté des autres, il fallait qu'ils aient les mêmes rapports que moi. Ce que j'ai mis en place, c'était d'abord en fait des outils collaboratifs qui soient clairs et utilisables, quel que soit là où je suis dans le monde ou quel que soit là où en fait mes salariés soient dans le monde. T'as un outil comme ça nous propose? Slack. Ok. Slack, Teams pourrait fonctionner pour d'autres personnes. Nous, on utilise Slack. Et en fait, tous les matins, à 8h, enfin à 9h, puisqu'il commence à 9h, tous les matins à 9h, un message collectif. Ok. Bonjour, comment ça va, etc. Ça permet en fait de réveiller l'équipe et de se dire On est au travail. on est au travail. Et le boss aussi, Il est au travail. il est au travail. Il est disponible à 9h du coup, matin. En termes de liberté, toi, tu te retrouves contraint. C'est-à-dire que ce système de liberté pour eux, en tant que patron, et moi, je l'ai vécu quand j'étais assis en télétravail, te contraint aussi. Envoyer un message à 9h, c'est pas de la contrainte. C'est pas ce que j'appelle de la contrainte. Ça s'appelle, pour moi, c'est plus de surveiller ses œufs, quoi. Tu vois, t'as quand même mis en place un business. Il faut quand même que tu regardes tes métriques, que tu regardes tes chiffres. Donc, le lundi matin, on a une certaine routine. Le lundi matin à 9h, on envoie le message comme tous les jours. Ok. Et on enchaîne avec une réunion de groupe. Cette réunion de groupe, cette réunion, en fait, elle sert à identifier les besoins de la semaine, les KPI de la semaine et définir les objectifs. Et ça, tu le fais pour les deux boîtes. Je l'ai fait pour les deux boîtes. Lourd. Sauf que, voilà, il y a une boîte, en fait, qui commence en heure décalée et du coup, c'est plus facile. Cool. Ok. Ensuite, on a un point le vendredi. Donc, quand j'ai du temps, en fait, on fait lundi, mercredi, vendredi, 3 points. Mais sinon, on fait lundi, vendredi et avec un point vocal. Donc, ils doivent me faire un retour vocal de ce qu'ils ont fait le midi et le soir. Top. Et donc, ça, pourquoi je fais le point vocal et pas le point écrit? Parce que sur un point écrit, c'est très rapide de pouvoir manipuler l'information. Mais si, en fait, tu dois expliquer de voix orale, de vive voix à quelqu'un ce que tu as fait dans la journée, c'est plus difficile d'inventer, en fait, une histoire. Tu dois rentrer dans les détails et souvent on rentre vraiment dans les détails quand on parle à l'oral. Donc, je demande 2 points oral le midi et 17h. Merci, mon gars, parce que là, tu es en train de donner des vrais tips pour les entrepreneurs. Tu vois, là, je suis content parce que quand je t'ai invité pour VRV Business, je te disais, c'est ce que j'ai besoin. C'est d'avoir du contenu pour les gens qui nous suivent, qui sont déjà dans leur business ou qui vont lancer leur business. Et on est dans le thème. Magnifique. Aujourd'hui, tu as une nouvelle boîte. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes et comment tu l'as structuré, comment tu l'as lancé? En fait, c'est une boîte que j'ai lancée en parallèle. Ok. J'ai lancé les 2 boîtes. D'accord. Parce que c'est 2 axes en fait différents pour moi et j'ai toujours aimé en fait lancer les choses en parallèle. Et le fonctionnement, il est identique. Okay. C'est-à-dire qu'on fonctionne en distanciel. Ok. Pour moi, je fonctionne exactement de la même façon et je duplique tout ce qui n'est pas métier. Ok, alors une question. Quelle est la boîte qui fonctionne le mieux ou qui a plus de CA? Ok. Quelle est la boîte qui est un peu ton moteur dans ton organisation? Ok. Donc en fait, j'ai Partybox. Donc, Ouais. Partybox, en fait, c'est de la location de photobooths, de bandes photos. On a nationalisé le concept et donc on est présent sur 6 villes de France. Ok. Donc notamment Paris, Rennes, Strasbourg, Lille, Marseille, Montpellier et Nice. Ok. Et du coup, en fait, on a monopolisé des ressources locales pour pouvoir en fait répondre à la demande. Donc, et sur cet axe-là, ça a fonctionné très très bien, très très vite et très très fort. Ok, magnifique. Donc plus que ce qu'on avait espéré. Et l'objectif, c'était de faire une exit avec. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a cherché à valoriser
en ayant une développant couverture nationale. national. Et donc là, tu es en train de travailler dessus, sur l'exit, ou tu dis non, mon business, il tourne pour l'instant, je suis en train de... Alors, ça a pris plus de temps que prévu de faire en fait toute la partie logistique. Ok, Et il y avait des imprévus et des impondérables. ok, d'accord. Donc ça, c'est la boîte qui tourne le plus et le plus fort, si je comprends bien. Et l'autre, c'est une boîte plutôt, j'allais dire, que tu développes tout doucement, un peu from scratch, avec l'idée de la développer plus rapidement. Alors, les deux, en fait, j'ai lancé les deux, Ok. mais on ne peut pas se concentrer sur deux éléments en même temps. Pour moi, en fait, dans la vie, il n'y a pas d'équilibre, c'est des balances. Tu es obligé d'avancer sur un point, mettre un autre projet en stand-by, et puis après, tu fais avancer l'autre. On est d'accord. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que pendant les 3 premières années, il fallait mettre beaucoup de carburant sur la boîte en fait, de PhotoBooth. Et donc, on a mis en fait, le carburant nécessaire pour faire en sorte que ça tourne maintenant de manière autonome. Ok. Et l'autre structure, on avait des clients, ça tournait, mais en fait, on n'a pas mis le même énergie pour Ok. pouvoir développer. Et c'est maintenant que je mets cette énergie-là et que j'inverse un petit peu la Totalement, vapeur. je comprends. Parce que, surtout quand cette boîte, moi, je la découvre, l'IA est en train d'exploser et c'est tes services autour de l'IA, autour de L'automatisation. merci, que je trouve terrible. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit que c'était une nouvelle boîte. Mais en fait, tu avais déjà anticipé un petit peu ce qui allait arriver autour d'automatisation. Elle est là depuis 2021. Lourd. Donc, Lourd. juste après Covid, en fait, moi, j'ai passé mon Covid à bûcher sur tout ce qui touche en fait à l'automatisation, le marketing aussi, parce que ça, c'était mes faiblesses. C'est-à-dire que j'avais fait du chiffre d'affaires, j'avais fait des centaines de milliers de chiffres d'affaires, mais maintenant, comment tu fais pour faire du volume, pour faire Ok. plus de volume? Ok, Et donc, il fallait l'automatisation, ok, parce que moi, je voulais ma liberté, bien sûr. et l'aspect marketing pour pouvoir faire en sorte que ça tourne au fur et à mesure sans toi. Au plus gros des deux boîtes, tu avais combien de salariés? C'était des grosses équipes, des petites équipes? Vraiment, où, quand les deux tournent à fond, tu vois? Ok. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a une partie de salariés et il y a une partie en fait d'externes. Ouais, Donc, mais sur la globalité, ouais. si on compte en fait les externes, Bien sûr, les on externes est aux compris, alentours ouais. des 50. Ok. Ouais. D'accord. Donc là, tu fais vivre beaucoup de monde. On fait vivre beaucoup de monde. Ok, top, top, top. Et toi, en termes de gestion, donc tu as des top managers, tu es en direct, tu as organisé les responsabilités comment? Alors, les responsabilités, elles sont assez simples parce qu'en fait, moi, j'ai pour objectif d'avoir un noyau dur qui reste quand même assez à taille humaine. Ok, D'où l'automatisation. ok. Donc nous, on automatise beaucoup de choses. Par exemple, en fait, sur Partibox, en fait, on automatise les devis. Tous les Ok. devis sont automatisés. Donc si quelqu'un, et ça c'est depuis 2022. D'accord. Donc ça, c'est Ça bien date. avant en fait que L'IA arrive, tout ça. de la bulle de l'IA. J'ai toujours eu en fait cette pression personnelle de me dire que si je fais quelque chose une fois, faut pas que je la fasse 2 fois. Nickel. Et donc j'automatise systématiquement mes process. Ok. Et ça, c'est ce qu'on a mis en place depuis 2021. Donc sur la deuxième boîte, on a bien compris Partibox. Sur la deuxième boîte, c'est quoi ton produit phare? C'est quoi ton expertise? Ok. C'est quoi le business? Nous, on fait de la création de SaaS et de la création et de l'automatisation à travers essentiellement du développement. Ok. Donc demain, tu as un projet et c'est le projet de ta vie. Auparavant, ça prenait une éternité de pouvoir réaliser ton projet. Donc imaginons que tu as une structure un traiteur par exemple, qui gère une multitude d'auto-entrepreneurs. D'accord? Donc, à chaque fois que tu as un mariage, tu vas faire appel à une dizaine de personnes pour pouvoir faire le service. Jusqu'à maintenant, pour une société comme celle-ci, c'est pénible de pouvoir en fait réunir toutes ces personnes. Parce qu'elle va faire quoi? Elle va se dire, OK, j'ai un mariage samedi, je vais appeler une dizaine, vingtaine de personnes pour savoir qui est dispo, qui n'est pas dispo. Je vais m'asseoir à côté de cette personne-là et on va regarder concrètement ses process. Ouais. On va réfléchir ensemble. De là, moi, j'agis en tant que chef de projet. Je fais un audit Ok. et je lui dis, OK, moi, je peux te mettre en place en fait de l'automatisation.
où je peux te mettre en place une plateforme dédiée qui va te permettre de résoudre ce problème-là. C'est ce que je mets en place, en fait, quel que soit le type de métier. Ok, très clair. Est-ce que donc, cette activité-là, c'est du B2B, est-ce que pour cette activité-là, tu vas t'appuyer pour te faire connaître du coup sur ta boîte de com, sur du réseau? Parce que finalement, comment tu découvres que les gens ont des besoins? Parce que c'est souvent ce que beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent se lancer nous disent. Ils nous disent, mais je ne sais pas pour commencer, comment je vais me faire connaître? Qui va me solliciter pour mes services? On commence par où? Tu commences par où, toi, pour travailler sur ta communication? J'ai plus ce problème. Ok. Carrément, bah vas-y, alors. J'ai plus ce problème parce que j'ai compris des choses que je n'avais pas compris il y a 10 ans. Vas-y, donne-nous les clés. Premièrement, en fait, je suis hors des réseaux sociaux. Ok. Parce que les réseaux sociaux, en fait, j'essaye d'aller là où les gens ne vont pas. D'accord. Si tout le monde est sur les réseaux sociaux, je ne vais pas y aller. Ok. C'est-à-dire ma concurrence. Je vais réfléchir les choses de manière différente. Je vais me placer à la place de mon client et je vais me dire où est-ce que mon client a l'habitude d'aller. Ok, donc première chose, faire un peu un truc contre-intuitif, pas aller où tout le monde va, aller où personne est présent pour pas avoir de concurrence. Premier conseil. Exactement. Ok. Exactement. Et ça, il n'y a qu'un spécialiste du marketing qui peut le faire. Qui peut comprendre en fait que, ok, tout le monde va là, mais il y a peut-être en fait une autre porte. D'accord. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je mets en place. Donc là, par exemple, en fait, si tout le monde... Moi, là où j'ai été fort à chaque fois dans mes structures, ça a été de vendre à one-to-many. Donc, soit tu vends à one-to-one, donc à une personne, soit tu vends à une multitude de personnes. Ok. Et là où, en fait, j'ai fait de l'argent, c'est quand j'ai vendu à une personne qui, elle, revend à plein de personnes. D'accord. Donc, mon objectif, c'est pas de toucher des personnes de manière individuelle. Par exemple, je vais pas aller sur LinkedIn pour aller chercher une personne par une personne. Moi, mon objectif, ça va peut-être être de me positionner en fait sur un apporteur d'affaires qui, lui, va avoir 50 entreprises derrière. D'accord. Très clair. Très clair. Et donc, l'effort, en fait, est beaucoup moindre. Et du coup... tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Tu perds quand même un peu en marge. Tu perds en marge, mais tu gagnes en volume. Ok. Et nous, on a une politique, c'est que dans notre structure, on fait un projet par semaine. Donc, on a un engagement de te dire que si ton projet il est sélectionné et quadrillé, en 14 jours, on te le livre. Lourd. Oh, c'est beau ça, c'est beau. On est capable de le faire en 7 jours, mais on t'annonce 14 jours pour avoir la certitude de te livrer en temps et en heure. Faire des retours, etc. Exactement. Ok. On arrive vers la fin de notre échange. Merci vraiment pour toute ta valeur. Tu as envoyé du lourd. C'est top. Toi qui es un petit peu au fait donc des dernières évolutions numériques, technologiques, donc l'IA, c'est au centre de toutes nos préoccupations en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous conseiller 2-3 choses autour de l'IA? Je dirais qu'en fait, tout dépend de là où tu en es en tant qu'entrepreneur. Si tu démarres, je te conseillerais en fait de faire toute ton analyse initiale sur Gemini, ChatGPT et surtout sur NotebookLM. Je vais vous donner une astuce en fait que moi j'applique et que j'ai appliqué par exemple sur les business que j'accompagne. On t'écoute. En fait, souvent, lorsqu'il s'agit en fait de mettre son projet et de faire un plan d'action, on a tout le temps tendance en fait à vouloir prendre un cahier, un papier et vouloir commencer à écrire. Ou suivre en fait un plan déjà détaillé. Moi, ce que je conseille en fait, c'est de partir d'un vocal et de pas partir en fait d'un écrit. Pourquoi ? Parce que le vocal, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, tu es beaucoup plus précis. Et tu peux être dehors, dans la nature, et tu réfléchis à ton projet à haute voix et tu t'enregistres. Donc avec la fonction vocale de ton téléphone. Ensuite, tu balances ça dans Gemini. Pourquoi Gemini ? Parce qu'en fait, Gemini peut accepter en fait des fichiers qui sont relativement lourds. Donc même si tu parles pendant 1 heure, même si tu parles pendant 1h30, tu décris ton projet et tu balances ça dans Gemini. Et tu lui donnes comme prompt, analyse mon vocal
fais le transcript. Donc, le transcript, c'est la retranscription de ton audio. Et fais-moi un plan détaillé et un résumé détaillé. Une fois que tu as fait ça, tu balances ça dans Notebook LM, qui est un autre outil de Google. Ok. Et ce Notebook LM peut te générer en fait une arborescence de tout ce que tu as dit. Et il peut aussi en fait te faire un schéma graphique et un vocal en mode podcast. D'accord. Donc ça veut dire que toi-même tu vas réapprendre, tu vas te réécouter et ça va te permettre en fait d'y voir plus clair. Et avec tous ces résultats-là, tu les rebalances dans l'IA et tu fais en fait ton plan détaillé. Là, c'est dans ChatGPT quand tu dis. Et là, c'est dans ChatGPT. Ok, et donc tu fais ces allers-retours-là pour améliorer, tu fais ces allers-retours réguliers avec les outils pour améliorer ton projet. Pour moi, chaque outil a sa fonctionnalité et sa spécificité. Et j'utilise un outil pour ce pourquoi il est capable. Ok. Merci Fred. C'est top. Avec plaisir. Ok. Est-ce que tu as quelque chose encore à ajouter du coup dans tout ce que tu nous as raconté à l'audience? Est-ce que tu as peut-être une leçon de vie ou encore un dernier conseil à nous partager? Moi, je vous dirais qu'en fait, merci beaucoup déjà. Et j'ai une mission. Ma mission, c'est qu'en fait, tous, en tant qu'entrepreneurs, on puisse grandir par les expériences. Ok. Certains ont loupé en fait certains trains de la vie. Donc, notamment le train des années 2000 avec le passage en fait à l'Internet. Mhm. Il y a eu le Bitcoin et Ouais. maintenant, c'est l'IA. Ok. Et donc, en fait, ma mission, c'est que personne loupe ce train-là. Merci frérot. Ok, c'est Avec top. plaisir. C'est top. Pour terminer, ce que je dis tout le temps à notre audience, n'oubliez pas, partagez, likez, commentez. On va répondre à tous vos commentaires. Poussez le podcast. Parlez-en autour de vous. On va mettre en description tes réseaux. Merci beaucoup. Vraiment, merci à toi d'être venu. On va mettre aussi tes sites internet pour les gens qui veulent te solliciter. Et puis, on se dit à bientôt. On te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. À bientôt.